Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Le ciel de l'Iran s'est illuminé, le détroit d'Ormuz est miné, et l'ordre de Trump de tirer d'abord transforme le cessez-le-feu en compte à rebours. Je vais commencer par les images satellites du détroit d'Ormuz, où l'on voit de petits navires d'attaque rapide poser des mines. Ce sont ces vedettes rapides qui transportent 2 à 4 missiles anti-navires, qui peuvent poser des mines et qui sont aussi équipés de mitrailleuses. Ce sont les bateaux que les Iraniens ont utilisés pour attaquer plusieurs navires dans le détroit d'Ormuz depuis le début du cessez-le-feu. Le président Trump a annoncé hier, le 23 avril, sur Truth Social: « J'ai ordonné à la marine des États-Unis de tirer et de tuer tout bateau, même s'il s'agit de petits bateaux. Leurs navires militaires sont tous, les 159, au fond de la mer. Tout bateau qui pose des mines dans les eaux du détroit ne doit faire l'objet d'aucune hésitation. De plus, nos dragueurs de mines sont en train de dégager le détroit en ce moment même. J'ordonne par la présente que cette activité se poursuive, mais à un niveau triplé. Merci de votre attention à cette affaire. Parce qu'apparemment, dans le manuel de gestion de crise de Trump, la diplomatie ne commence qu'une fois que les majuscules ont fini de chauffer. Cela compte parce que nous avons déjà parlé du fait que les États-Unis ont détruit et coulé tous les grands navires conventionnels de la marine iranienne, leurs destroyers, leurs porte-avions destinés aux hélicoptères et aux drones, plusieurs autres navires, leurs navires lance-missiles guidés, ainsi que les navires de classe Soleimani. Tous ont été coulés. Mais le problème qui demeure, c'est que l'Iran possède encore plusieurs de ces petits bateaux, et ces bateaux peuvent poser des mines et attaquer des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Le président Trump a maintenant annoncé que tous ces navires doivent être coulés et détruits s'ils entrent dans le détroit d'Ormuz. En date du 24 avril, tôt le matin pour les téléspectateurs aux États-Unis, les États-Unis n'avaient encore détruit aucun de ces bateaux. Mais le président Trump a annoncé que les États-Unis commenceraient à les couler. Hier, selon les rapports et les images satellites, il y en avait entre 22 et 33 dans le détroit d'Ormuz en train de poser des mines. Trump ordonne donc maintenant que ces navires soient détruits. La machine de communication pro-Trump appellera probablement cela de la clarté stratégique, même lorsque la stratégie ressemble étrangement à quelqu'un qui crie sur l'océan. Pendant la nuit, d'importants tirs antiaériens ont éclaté autour de Téhéran. Les images montraient des lumières blanches dans le ciel, qui semblaient être des tirs antiaériens iraniens dirigés vers des cibles aériennes inconnues. Cela s'est produit à travers Téhéran pendant une période prolongée. Il semblait s'agir de mitrailleuses antiaériennes et de systèmes similaires, puisque les défenses aériennes les plus sophistiquées de l'Iran avaient déjà été détruites. Donc, pendant la nuit, il y a eu beaucoup de tirs antiaériens en Iran. Une autre séquence a montré des explosions et davantage de tirs antiaériens dans le ciel de Téhéran. Le point essentiel, c'est que nous ne savons toujours pas vraiment sur quoi ils tiraient, ou même s'ils tiraient réellement sur quelque chose. La vidéo montrait des éclairs dans le ciel, et ces éclairs semblaient être les tirs antiaériens lancés en l'air. Il y avait aussi des marches dans les rues de Téhéran pendant que cela se produisait. Il y a aussi eu une explosion au sol à Téhéran. Cela a rendu toute la situation encore plus étrange, surtout parce qu'une panne de courant a frappé Téhéran au même moment où les tirs antiaériens éclataient à travers la ville. Ce qui rend la situation encore plus intéressante, c'est qu'après les informations selon lesquelles les défenses aériennes iraniennes étaient actives à Téhéran, la chaîne israélienne Channel 13 News a indiqué qu'une source militaire lui avait affirmé qu'il n'y avait aucune activité israélienne dans l'espace aérien iranien. L'argument d'Israël est que tout cela était performatif et entièrement fondé sur des tirs d'armes. Les Israéliens ont affirmé qu'ils n'avaient aucun drone dans les airs. Cela laisse la question centrale. S'agissait-il de drones des États-Unis, de drones israéliens, de drones provenant d'un pays du Golfe, ou tout cela était-il une opération sous faux drapeau menée par les Iraniens? En date du 24 avril, la réponse n'est pas réellement connue. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que pendant des heures, les Iraniens ont tiré des munitions antiaériennes dans le ciel. Les Israéliens ont dit que ce n'était pas eux et qu'ils n'avaient aucun drone dans le ciel à ce moment-là. Ils estiment qu'il s'agissait d'une opération sous faux drapeau. Les États-Unis n'ont pas commenté. Aucun pays du Golfe n'a commenté non plus. La situation se résume donc ainsi. Des tirs antiaériens massifs, écrasants et fondés sur des armes au sol, un démenti israélien, le silence des États-Unis et le silence des pays du Golfe. Et lorsque tout le monde reste silencieux, ce qui devient le plus bruyant dans la pièce, c'est le récit politique prêt à être imprimé dans un courriel de campagne. Au même moment, selon un communiqué de l'armée koweïtienne, 2 drones explosifs guidés par fibre optique ont visé 2 sites dans le nord du Koweït.
Les drones seraient partis d'Irak et auraient causé des dommages matériels, mais aucune blessure au Koweït. Ils auraient été lancés par des milices soutenues par l'Iran, présentes un peu partout en Irak. Ces milices soutenues par l'Iran ont lancé des drones vers le Koweït. Et même si les 2 drones ont bel et bien touché des cibles, personne n'a été blessé. Il y a toutefois eu des dommages matériels au sol au Koweït. Pendant la nuit, il y a aussi eu plusieurs tirs du Hezbollah depuis le Liban vers Israël. Les défenses aériennes israéliennes les ont interceptés. Les défenses aériennes israéliennes étaient actives contre l'attaque à la roquette et aux missiles menés par le Hezbollah, et les images ont montré une interception réussie. Très franchement, il semble que le Hezbollah ne soit pas intéressé par le cessez-le-feu. Les Israéliens non plus. Et cela compte parce que les choses pourraient reprendre très bientôt. Partie 2. Le prochain développement majeur, c'est que les planificateurs militaires américains préparaient des options pour frapper des dirigeants militaires iraniens et d'autres éléments obstructionnistes au sein du régime que des responsables américains accusent de miner activement les négociations. Ahmad Vahidi, commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, figurait sur la liste. C'est important parce que le CGRI contrôle entièrement le pays. Certains dirigeants politiques en Iran veulent conclure un accord avec les États-Unis afin de s'assurer que la guerre ne redémarre pas. Ils sont prêts à jouer le jeu, mais ils n'ont aucun pouvoir réel et aucune influence réelle. C'est le CGRI qui prend toutes les décisions. L'idée est que si les États-Unis parviennent à éliminer la direction du CGRI, cela pourrait ouvrir une voie aux responsables politiques qui sont actuellement neutralisés et incapables d'agir, pour qu'ils gagnent un peu de pouvoir et d'influence et puissent conclure un accord avec les États-Unis. Tant que le CGRI reste aux commandes, les éléments les plus fanatiques et les plus durs de l'Iran restent aux commandes et il n'y aura pas d'accord. Cela, c'est clair. C'est le genre de crise où un slogan de conférence de presse ne peut pas remplacer un plan, peu importe combien de fois les alliés de Trump placent le mot « force » dans le titre. La télévision d'État iranienne a aussi publié une liste d'installations énergétiques qui, selon elle, seront ciblées lorsque la guerre reprendra. Cela comprend les installations de gaz naturel liquéfié Ras Gas et Ras Laffan au Qatar, les îles Das et Zirkou aux Émirats arabes unis, plusieurs installations en Arabie saoudite, ainsi que le champ pétrolier de Burgan au Koweït. L'Iran rend sa stratégie claire. Si la guerre redémarre, il tentera de mettre hors service la production pétrolière et énergétique au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Koweït. Cela ferait bondir le prix du pétrole et porterait un coup massif à l'économie mondiale. C'est un autre enjeu qu'il faut absolument surveiller de près. Il y a aussi une mise à jour au sujet du nouveau guide suprême, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Selon le New York Times, qui cite des responsables iraniens au fait du dossier, le nouveau guide suprême de l'Iran demeure grièvement blessé après une frappe survenue plus tôt dans la guerre, mais il serait encore mentalement alerte. Selon le rapport, le principal décideur de l'Iran a subi 3 opérations à une jambe, a besoin d'une prothèse, a subi de graves brûlures au visage et aux lèvres, et récupère lentement certaines fonctions dans les zones blessées. Il est donc bel et bien vivant, mais sa jambe a été arrachée. Il a besoin d'une prothèse, et son visage a été mutilé et défiguré. Mais il est vivant. En plus des rapports sur son état de santé, le New York Times a indiqué que le principal décideur de l'Iran, Mojtaba Khamenei, communique avec ses subordonnés au moyen de messages manuscrits scellés qui lui sont transmis par un système de courrier. C'est très semblable à ce que faisait Oussama Ben Laden. Il a aussi délégué une partie de ses pouvoirs décisionnels à son général, ce qui a permis à ce dernier de gagner une influence disproportionnée dans le processus décisionnel iranien plus large. La raison des lettres manuscrites est claire. Elles sont très difficiles à intercepter et elles rendent très difficile de savoir où ils se trouvent. C'est le même système de courrier que Ben Laden utilisait avant d'être tué par la SEAL Team 6. Si quelqu'un utilise des signaux, des radios ou des appareils électroniques, les États-Unis peuvent le suivre. Le nouveau guide suprême et ses alliés craignent fortement que si les États-Unis découvrent où il se trouve, ils larguent simplement une bombe massive sur sa tête et le tuent comme son père a été tué. Il revient donc à des formes de communication à l'ancienne pour faire entrer et sortir ces messages. Il y a aussi des mises à jour sur les mouvements des appareils américains. De nouvelles images montrent davantage d'avions ravitailleurs en Israël. Ce sont des avions ravitailleurs américains qui ravitailleront les chasseurs, les bombardiers et d'autres appareils dans toute la région lorsque les frappes reprendront. Il y en a beaucoup au sol en Israël, prêts à partir à tout moment. Rien ne dit mieux escalade soigneusement contrôlée que de stationner d'abord le matériel, puis d'expliquer la stratégie de sortie plus tard. Le pont aérien se poursuit aussi, avec d'X-9 avions cargo CDX-7 qui arrivent d'Europe en continu, déposent du matériel, font demi-tour, puis repartent immédiatement chercher davantage de ravitaillement. Cela fait partie d'un pont aérien mené jour et nuit.
Les États-Unis continuent d'acheminer de plus en plus de ressources dans la région et de renforcer leur position. Le 24 avril, il y avait aussi un drone espion MQ-4C de la marine américaine tout près des côtes iraniennes, en train d'absorber du renseignement d'origine électromagnétique et de recueillir des informations sur l'emplacement des navires, des petits navires d'attaque rapide, et de leur position sur la côte. Ainsi, si la guerre redémarre, les États-Unis seront prêts à intervenir et à frapper tout cela immédiatement. Il y a aussi eu des images de bombardiers B-52 effectuant des exercices au Royaume-Uni, montrant que les B-52 sont prêts à tout moment à retourner au combat si l'ordre leur en est donné. Autre développement majeur, pour la première fois depuis des décennies, selon le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, 3 porte-avions opèrent au Moyen-Orient en même temps. Ces porte-avions sont le Ford, le Lincoln et le Bush. Le Bush était en train d'arriver et de se rapprocher, et il se trouve maintenant officiellement dans la zone de commandement du CENTCOM. Cela signifie que 3 porte-avions amènent des centaines d'avions de chasse dans le combat, si et quand cette situation s'embrase. Pour les défenseurs médiatiques de Trump, 3 porte-avions peuvent être vendus comme la paix par la force. Pour tous les autres, cela ressemble à une façon très coûteuse de rendre la boîte d'allumettes encore plus chaude. Enfin, selon un rapport du Wall Street Journal, les États-Unis ont consommé tellement de munitions pendant la guerre contre l'Iran, notamment plus de 1000 missiles Tomahawk et entre 1500 et 2000 missiles de défense aérienne, que certains responsables de l'administration estiment que l'Amérique ne pourrait pas exécuter pleinement un plan d'urgence visant à défendre Taïwan contre une invasion chinoise si celle-ci survenait à court terme. Cela a été l'une des plus grandes craintes liées à cette guerre, que les États-Unis aient épuisé leurs ressources et que si une guerre éclate avec la Chine, il n'ait pas les ressources nécessaires pour mener et soutenir ce conflit. C'est évidemment une préoccupation majeure. Ces munitions doivent être reconstituées aussi rapidement que possible, afin que si ce combat commence, les États-Unis soient prêts et préparés. Le slogan peut bien dire « prêt à tout », mais le calcul des munitions semble avoir manqué ce rassemblement. En date du 24 avril, il existe des images et des rapports faisant état de défenses aériennes massives rugissant dans le ciel de Téhéran, tirant sur des cibles inconnues. On ne sait toujours pas ce qu'elles tentaient d'engager. Le président Trump a ordonné que tous les petits navires d'attaque rapide dans le détroit d'Ormuz soient détruits. En même temps, les États-Unis acheminent de plus en plus de ressources dans la région, alors que la traque des dirigeants du CGRI et du nouveau guide suprême se poursuit jour et nuit. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.